Aujourd'hui, on va discuter sexualité, mais aussi violence sexuelle, viol, sexisme, santé mentale et plus précisément dépression et bipolarité. De ce fait, plusieurs passages de cet épisode pourraient heurter la sensibilité de certains. Bienvenue à tous dans le deuxième épisode de Le sexe faible qui parle fort. Je suis en compagnie d'Alice. Bonjour Alice. Bonjour, Ça va? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien. On a toujours Lou qui est au son, donc bonjour Lou, même si vous l'entendrez pas. Et bah écoute, si t'es prête, on va commencer. Allons-y. Je te laisse te présenter, un peu comme tu le sens. Si t'avais quelques minutes pour te définir auprès d'inconnus, qu'est-ce que tu voudrais qu'on sache de toi? D'accord, c'est une large question. Qui suis-je? J'ai 22 ans, j'étudie la psychologie à l'université Paris-Descartes. J'étudie la psychologie parce que c'est très intéressant et j'aime beaucoup ce que ça m'apporte. Après, de là à définir qui je suis quelqu'un d'assez curieux et assez tolérante, je dirais. En tout cas, j'essaye de rester ouverte à la nouveauté et j'essaye de chaque jour apprendre un peu plus. Après, qui suis-je? J'essaye de pas manger de viande, j'essaye de faire du sport. Bref, je suis un humain basique qui essaye de faire les bons choix. Moi, ça se tient comme présentation. À quel moment de ta vie as-tu commencé à te sentir ou te définir comme femme? À quel moment j'ai commencé à me sentir comme femme? Je sais pas si à partir du moment où tu te fais klaxonner dans la rue, où les gens ont un regard insistant sur toi, c'est se sentir comme femme. En tout cas, à ce moment-là, j'ai commencé à sentir que j'étais attirante. Et du coup, c'était pour moi une des principales définitions de la féminité et d'être une femme. C'était de ressentir qu'on était attirante. Donc ça a commencé tôt. J'étais, je sais pas, au collège, je pense. Donc j'avais 15 ans. Et c'est arrivé d'un coup? Ou tu dirais que c'est à force donc d'être du coup sexualisée, c'est ça que tu dis? Ta Mhm. féminité est arrivée en même temps que ta sexualisation en fait, de la part de ton environnement. Bah oui, parce que en fait, pour moi, avoir mes règles, c'était pas tellement être une femme, c'était plus dans ma tête, bêtement, quand j'étais petite. Avoir mes règles, c'était juste je deviens comme ma mère. Et ma mère, c'était pas forcément une femme pour moi, c'était juste. Enfin, c'était surtout un symbole de puissance. Et du coup, le fait d'avoir eu mes règles, ça m'a pas définie en tant que femme, mais c'était vraiment ce côté où je me sentais désirée par les gens. Et ça, c'est arrivé progressivement, c'est sûr, parce qu'au début, c'était plus rare. Et puis, plus tu grandis, plus ça arrive. Et de manière différente, et parfois assez loufoque, mais ouais, c'est venu crescendo, quoi. Et tu considères que tu t'es sentie femme en même temps que ce que les autres ont perçu de toi, ou est-ce que tu as eu conscience peut-être de cette sexualisation, mais finalement c'est plus tard ou même avant, t'as pris, tu t'es définie plus profondément, plus personnellement en tant que femme? Bah, en fait, je me sens pas vraiment femme parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de définition de la femme actuellement qui me convient pas trop. Alors, c'est une définition totalement inconsciente et très intégrée. Enfin, je veux dire, ça fait très longtemps que je l'ai. Et cette définition-là, je l'aime pas trop parce qu'elle est beaucoup basée sur les apparences. Après, c'est vraiment la définition que moi j'ai intériorisée. Et du coup, je me sens pas particulièrement femme. Mais ça veut pas dire que je me sens homme, ça veut juste dire que je me sens femme à ma manière. Du coup, j'ai du mal à savoir quand est-ce que je me suis sentie femme à ma manière. Je dirais que j'en ai pris conscience après le lycée, en fait, quand je me suis dit, mais en fait, je pense que je ne suis pas une femme. Mais c'est parce que je ne colle pas à la définition d'une femme aujourd'hui. Du coup, après le lycée, je dirais. Ok. Et justement, comment est-ce que tu définirais la féminité, selon toi? Waouh, horrible question. Comment je définirais la féminité? Euh, Ben, pour moi, c'est tout et rien, la féminité. Déjà, c'est pas du tout quelque chose. Ça passe aussi par l'apparence, mais c'est pas le critère principal pour moi. Et. Alors, je vais dire quelques clichés, mais pour moi, la féminité, ça passe par la douceur. Et douceur veut pas dire faible. Douceur,
Ça veut juste dire la puissance peut être douce. Mais pour moi, la féminité, il y a une part de douceur. Et bizarrement, de pouvoir avec. Et du coup, quand toi, tu te sens féminine, est-ce que c'est parce que justement, tu as l'impression de dégager cette douceur puissante ? Et ben du coup, je me sens pas féminine. Je me sens juste moi. Il y a quelque chose où... Dans ma tête, je colle pas à la définition du féminisme. Enfin, de la féminité, pardon. Et du coup, je me sens pas femme, je me sens juste moi. Donc, j'ai une vision de la féminité qui me correspond pas. Donc tu te sens jamais féminine. Non, je me sens juste moi. Est-ce que tu te revendiques féministe ? Et si oui, raconte-nous le chemin de pensée que tu as parcouru et qui t'a amené à percevoir le sexisme dans notre société actuelle comme tu l'appréhendes aujourd'hui. Oui. Tu peux déjà répondre à est-ce que tu te sens féministe, Alice. Alors oui, je me sens féministe. Après, je me sens féministe dans le sens où j'aimerais l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais récemment, j'ai vu un documentaire qui a un peu changé ma pensée sur le féminisme. Ça s'appelle The Red Pills. Et depuis, ça a un peu mis mes idées en vrac. Du coup, oui, je lutte pour l'égalité homme-femme. Après, féministe, encore une fois, c'est une question de définition en fait et de sémantique. Et du coup, oui, je me sens féministe, mais encore une fois, à ma manière. Pour moi, la définition pure et dure du féminisme, c'est l'égalité homme-femme et c'est une solidarité entre les femmes. C'est juste être bienveillant en fait envers tout le monde. Parce qu'il y a aussi des féministes qui, du coup, sont dans la lutte contre les hommes. Et ça, c'est du coup le documentaire The Red Pills qui m'en a fait prendre conscience. Et moi, avant, j'en avais pas du tout conscience de ça. Donc non, pour moi, le féminisme, c'est vraiment être bienveillant, autant envers les femmes qu'envers les hommes, et viser une égalité bientôt. En effet, dans tout mouvement, finalement, il y a toujours une part d'extrémisme. Mais c'est vrai que voilà, dans ce podcast, on parle du féminisme comme l'entend la définition sémantique que tu as donnée, qui est donc voilà, l'égalité homme-femme. Mais c'est vrai que donc, par conséquent, par exemple, moi je considère que les féministes misandres, finalement, on ne peut pas complètement les exclure du mouvement féministe parce qu'elles le font forcément bouger d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, quelque part, je ne les considère pas vraiment comme étant féministes quand on défend vraiment un point de vue misandre violent. En fait, moi, j'ai du mal déjà à comprendre. On essaie de défendre une cause et on est une minorité. Mais du coup, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse interdire l'accès à la lutte de cette cause à certaines personnes. Par exemple, les féministes qui n'acceptent pas les transgenres, je comprends pas. Les féministes qui n'acceptent pas les hommes, je comprends pas non plus. J'ai du mal à comprendre le fait de ne pas accepter quelqu'un dans la lutte pour une cause. Je pense que je dirais que c'est principalement de la peur, en fait. Je pense qu'il y a finalement, je dirais que beaucoup de gens arrivent quand même dans le féminisme avec un sentiment de peur qui les amène au début. Ça peut arriver avec... je pense qu'on se retrouve dans une situation discriminante dans laquelle on a une prise de conscience, voilà, qu'on subit une discrimination parce qu'on est une femme. Et que de ce fait, il y a souvent un sentiment de peur qui va s'installer, et que ce soit pendant des agressions sexuelles ou quand on a peur d'avoir des problèmes au travail, ce genre de choses. Et donc je pense qu'il y a toujours le sentiment de peur qui vient donner cette peur de l'autre, cette peur de l'étranger et de tout ce qui pourrait se rattacher au genre dominant en fait, qui est l'homme. Et donc du coup, il y a cette peur de nouveau vivre la discrimination dans le milieu féministe, de revivre la suprématie masculine, entre guillemets. Moi, ça serait ma première piste de réflexion là-dessus, je dirais. Mais du coup, comment t'arrivais justement à cette prise de conscience féministe ? Parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, tu as eu cette réflexion, mais du coup, je suppose qu'avant que tu commences presque à déconstruire ton féminisme, tu as eu un moment où
y a eu quand même un passage par la revendication. Oui, c'est sûr. Alors en fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été féministe. J'ai pas l'impression qu'un jour j'ai eu une prise de conscience où je me suis dit waouh, en fait, les hommes et les femmes sont inégaux. Pour moi, ça a toujours été un peu là. J'essaye de chercher à quel moment je me suis découvert une conscience féministe. Au lycée, je l'avais déjà. Je pense qu'elle a dû émerger au collège. Et par quel biais, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est venu... Ouais, en fait, je pense que c'est venu lors de mon premier rapport sexuel, où je me suis rendu compte en fait, de la différence entre un homme et une femme quand ils ont des rapports sexuels, où ils sont pas du tout, mais pas du tout considérés de la même manière. Et c'était vraiment... En fait, c'était très brutal. Maintenant que j'y repense, c'était vraiment... J'ai fait ma première fois, et le lendemain, j'ai pris conscience de la différence d'un homme et d'une femme, selon la perception des autres, en fait. Et c'était pas très brutal. Est-ce que tu veux que je développe ça ? Non, on y reviendra plus tard dans le podcast. Donc je pense que tu peux garder tes idées. Elles seront les bienvenues tout à l'heure. Mais en attendant, plutôt dans l'interview, on a évoqué donc, ta définition de la femme, de la féminité et de la féminité. Tu as fait la remarque toi-même, mais il y a beaucoup de gens qui font le lien avec l'arrivée des premières règles. Et je voudrais savoir si toi, tu te souviens de tes premières menstruations et comment ça s'est passé. Oui, oui, je me souviens bien de mes premières menstruations. J'étais très naïve. Je me rappelle pas du tout à quel âge je les ai eues. J'ai jamais réussi à me rappeler quel âge j'avais quand je les ai eues. Je pense que j'avais à peu près 16 ans. Mais c'est marrant que je me rappelle pas parce que c'était vraiment le jour de mon anniversaire. Je ne me rappelle pas les bougies qu'il y avait sur le gâteau, mais il me semble que j'avais 15 ou 16 ans. Et je me rappelle très bien cette soirée. Puisque je suis allée aux toilettes, j'ai vu que j'avais mes règles et j'étais super contente. Et vraiment, je suis allée voir ma mère en lui disant « Maman, j'ai mes règles, ça y est !» Et pour moi, c'était une super nouvelle parce que je pensais que, je sais pas, c'était... Tu es normal en fait, tu as tes règles. Et du coup, moi, c'était vraiment un rapport à la normalité en fait. Et ça m'a un peu confortée et du coup, j'étais super contente de les avoir. Et j'ai vite déchanté en fait, puisque je les ai eues en fin de soirée. Et du coup, ma mère m'a appris l'existence des serviettes, des tampons, etc. Et du coup, j'étais enchantée de découvrir tout ce monde-là. C'était génial. Et naïvement, je pensais qu'en fait, en allant dormir, j'avais besoin de rien. Et ma mère m'a vite fait comprendre qu'en fait, non, les règles, quand tu les as, même la nuit, elles sont là. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ça beaucoup moins marrant, les règles. Parce que la nuit, c'est pas cool. Et puis en fait, dans la journée non plus. Mais oui, du coup, je m'en souviens très bien. Du coup, c'était un sujet qui était ouvertement abordé dans ta famille. C'était quelque chose dont tu avais déjà parlé avec ta mère avant. Alors, oui, je pense qu'on en avait déjà parlé avant, mais on n'avait jamais parlé du jour où j'aurais mes règles, parce que je savais que j'allais avoir mes règles. On n'a jamais parlé explicitement de ça. Mais oui, on en parlait assez librement dans ma famille. Après, le jour où j'ai eu mes règles, j'ai l'impression que ça m'a un peu éloignée de mon père, parce que j'étais très proche de lui et moins de ma mère. Et le fait d'avoir mes règles, ça m'a rapprochée de ma mère, puisque du coup, on avait un sujet en commun et on pouvait parler de ça, parce qu'elle connaissait, elle l'avait vécu elle-même. Et mon père, pas du tout. Et je pense qu'à cette période-là, mon père l'a un peu pris comme tu peux pas comprendre, t'es pas une femme. Et c'était pas du tout mon intention. Moi, j'essayais juste de comprendre ce qui se passait dans mon corps, dans ma vie, dans pourquoi j'ai du sang dans ma culotte. Et du coup, ouais, je pense qu'on n'en a pas tellement parlé en fait avec mon père. Et avec mon petit frère non plus, puisqu'il était assez jeune. Du coup, en fait, non, on n'en a pas tellement parlé. On en parlait en général, mais on ne parlait pas de moi. Et je parlais beaucoup plus avec ma mère de ça. Justement, plutôt, je t'avais dit que tu aurais beaucoup de choses à dire par la suite. Et justement, ma prochaine question était comment se sont passés tes premiers pas dans ta vie sexuelle ? Donc, je te laisse choisir entre reprendre où tu en étais ou si tu préfères recommencer au début, donc de comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, que ce soit avant, pendant et après. Alors,
C'est assez mitigé. Mon entrée dans la vie sexuelle, c'était un peu compliqué. En fait, le premier rapport sexuel que j'ai eu, c'était avec un ami. Et c'était très cool parce que c'était vraiment pas prise de tête. C'est arrivé un peu, on était en soirée, on n'avait pas envie d'aller dormir. Il était très tôt, parce qu'en fait, il n'y avait pas eu de soirée. On était rentrés, il était 8h. Et en fait, c'est arrivé sur le tapis. Pourquoi on coucherait pas ensemble? Et en fait, c'est parti d'une blague où je lui ai dit c'est dommage, t'as pas de capote. Et au final, on a couché ensemble. Et c'était un moment particulier pour moi parce que c'était vraiment, je découvrais quelque chose de nouveau et quelque chose de très agréable avec quelqu'un d'assez à l'écoute et de doux. Du coup, c'était génial. Ce que j'ai moins aimé là-dedans, c'était la fin en fait, où j'avais partagé un moment que je connaissais pas avec quelqu'un de très cool. Et au moment de partir, moi je savais pas ce que ça voulait dire. C'était la première fois que je faisais ça. Ça veut dire quoi? On est ensemble? C'est un couple? Enfin, comment ça se passe? Je savais pas. Et en fait, en face de moi, la personne très douce et très à l'écoute, etc., que j'avais eu juste avant, s'est transformée un peu en quelqu'un de froid qui m'a dit bon bah va dormir, on se verra demain. En mode comme si il s'était rien passé de crucial parce que lui c'était pas sa première fois. Et déjà ça m'a mis un petit froid où je me suis demandé ah d'accord en fait on n'a pas dû le vivre de la même manière. Et ce qui m'a fait vraiment ouvrir les yeux là-dessus, c'est que ça s'est su très vite en fait. Parce que j'étais en vacances et on avait du coup un groupe de potes, on était une vingtaine. Et ça s'est su extrêmement vite dans ce groupe d'amis. Et il y avait beaucoup de blagues, mais c'était pas des blagues mignonnes ou naïves, c'était vraiment des blagues incisives. Parce que du coup je m'appelle Alice et on me chantait des chansons en mode Alice au pays des bites, Alice la salope. Enfin, je suis vraiment passée de Alice la vierge à Alice la salope. Ah ouais, tu vivais un peu dans un village du Moyen-Âge. Ah mais c'était, oui clairement, mais c'était très dichotomique en fait, c'était soit tu es vierge, soit tu es une salope. Et du coup j'ai fait ma première fois et après je me suis dit ah d'accord, donc là je ne suis plus vierge donc je suis une salope. Et ça m'a fait un peu bizarre. Et du coup mon rapport à la sexualité était un petit peu étrange, je savais pas trop où je mettais les pieds en fait, parce que l'acte en lui-même était très cool, mais tout ce qui s'en est suivi après, j'ai pas forcément apprécié. Et puis mon image du coup auprès des autres a changé parce que j'étais plus Alice la vierge, Alice l'enfant, en fait Alice la fille un peu naïve qui vit au monde des bisounours. J'étais un peu devenue Alice, elle baise. Donc on peut baiser Alice. Et c'est très cru, mais c'était vraiment comme ça que c'était dit. Et du coup, mon deuxième rapport sexuel, c'était pas du tout la même ambiance. C'est-à-dire que moi, j'étais simplement dans un rapport de séduction. Et on va dire les choses concrètement. J'étais bien alcoolisée, j'étais jeune, j'étais en train de faire la fête en fait. Et il y a un garçon qui me plaisait bien, puis il y en avait un autre qui me plaisait bien, et du coup, je papillonnais. Voilà, c'était marrant. Et puis en fait, il y en a un qui me dit hey, et si on allait dans ma tente? Et j'étais là en mode non, moi c'est bon, je m'amuse bien, on est bien ici, je vais rester ici. Et puis il y a un deuxième garçon, du coup, qui me plaisait vite fait, ou genre c'était sympa dans la soirée, qui lui, pour le coup, a été beaucoup plus insistant et a pas du tout dit comme le premier en mode oh, ok, pas de souci, t'inquiète, on se verra demain ou un autre jour, ou c'est pas grave, on s'en fiche. Lui, pour le coup, il était beaucoup plus insistant. Et il m'a vraiment dit une phrase qui m'est restée dans la tête longtemps. En gros, concrètement, il m'a dit « Tu chauffes et tu baisses pas, t'es qu'une chaudasse, ça se fait pas. » Et du coup, c'était très simple. Il m'a fait porter une culpabilité que moi, je connaissais pas du tout, puisque c'était la première fois que j'avais ce rapport-là avec quelqu'un de séduction. Et après, moi, j'avais pas du tout envie de coucher avec lui. Et au final... il a fait peser le poids de la culpabilité sur une fille complètement naïve qui a perdu sa virginité 2 jours avant. Et je me suis sentie mal pour lui, en fait. Et du coup, moi, j'avais pas compris que la sexualité, c'était quelque chose où fallait que les deux soient d'accord, où ça devait être un plaisir, où moi, je pensais, ah bah zut, si lui, il est triste, je vais m'adapter à lui, en fait. Et du coup, me sentant coupable, j'ai fini par me laisser entraîner, avec un état d'alcoolisme assez avancé. Et ça s'est pas très bien passé, du coup, puisque j'avais pas du tout envie de ce rapport. Et il ne m'a pas écouté.
Du coup, je sais pas comment on dit dans ce cas-là. J'ai pas envie de dire que j'ai couché avec lui, parce que c'est plutôt lui qui a couché avec moi. Mais du coup, je l'ai pas très bien vécu. C'était vraiment brutal et aucun cadre, aucune communication. En fait, il y avait aucun mot, on ne parlait pas. C'était juste des actes et assez violents. Et il est parti. Et on s'est jamais reparlé, en fait. On s'est jamais reparlé. Et l'histoire la plus marrante après ça, c'est que du coup, tout le monde l'a reçu dans le groupe de potes qu'on était en vacances. Et Tout le monde l'a reçu. tout le monde a reçu l'information comme quoi j'avais couché avec lui. D'accord. Mais lui l'a dit aux autres, c'est ça? Oui, oui. Lui, Mais il faisait partie de ton groupe d'amis ou tu venais de le rencontrer? Ah, Ouais, d'accord, oui. Je Il pensais faisait que tu partie. l'avais rencontré. Non, il faisait partie du groupe d'amis. Bah, c'était un groupe assez large, c'était en vacances, t'es au bar, t'es potes avec tout le monde en fait. Oui. Et du coup, on était un groupe de une quinzaine, vingtaine de jeunes. Et du coup, il en faisait partie, et après tout le monde a été au courant. Et en fait, moi, ce qu'on m'a envoyé, c'était... alors, en plus d'être une salope parce que tu baises, t'es en plus une connasse, parce que ce gars-là, il a une copine. Et du coup, j'avais vraiment cette double étiquette, alors que moi, 2 jours avant, j'étais vierge, je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc là, je passe vraiment pour une fille complètement naïve qui se laisse entraîner dans un truc où elle a aucune idée de l'endroit où elle va, mais c'était vraiment comme ça que je l'ai vécu, dans le sens où... moi, la première fois, c'était sympa, et je me suis dit, la communication après, derrière, c'est pas grave, peut-être que ça se passe comme ça, on verra. Et la deuxième fois, communication inexistante. Et puis, en fait, ça s'est enchaîné un peu comme ça, où... Dans ma sexualité, j'avais cru comprendre qu'il fallait pas parler, en fait. Fallait pas communiquer, et moins tu parlais, mieux c'était. Et que t'aies envie ou que t'aies pas envie, au final, c'est pareil, en fait, parce que la personne en face de toi, elle a envie. Donc, je l'ai pas très bien vécu par la suite. Est-ce qu'encore aujourd'hui, tu dirais que tu as ce rapport à la sexualité, un peu de je fais ça pour l'autre, ou est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? Est-ce que tu abordes différemment la question du consentement, ce genre de choses par exemple? Alors forcément, je l'aborde différemment, parce que depuis, je me suis informée, et puis j'ai vu une énorme vague autour de moi qui parlait du consentement, etc. Du coup, ça m'a fait ouvrir les yeux, et c'était très récent, c'était vraiment l'année dernière. Donc l'année dernière, j'avais 22 ans, hein. Donc entre 16 et 22 ans, je flottais complètement, je nageais, je ne savais pas où j'allais. C'était bizarre ma sexualité, parce qu'en fait, à chaque fois que je couche avec quelqu'un, je me sentais sale, je me sentais perdue, je me sentais triste, je me sentais pas aimée, c'était horrible en fait, et à chaque fois. Donc en fait, toutes mes relations sexuelles ont suivi un peu le même schéma. Jusqu'à l'année dernière, en fait, où j'ai compris qu'il y avait un problème. Puisqu'en fait, au-delà de ce garçon qui m'a pas tellement laissé le choix, parce que j'étais complètement alcoolisée, et que il a fait peser sur moi le poids de la culpabilité, s'en est suivi plusieurs autres garçons, chaque fois avec des schémas très différents, mais je m'en rappelle d'un notamment, où pour la première fois, j'ai dit non, verbalement. Et je l'ai dit, je l'ai explicité, j'ai dit non. Et en fait... Et là encore, il m'a pas écouté. Donc après cette relation sexuelle-là, donc c'était la 4e que j'ai eue. Après cette relation sexuelle-là, je me suis dit d'accord, donc en fait la communication n'existe pas, et même si tu veux l'initier, ça marche pas en fait. Donc que tu penses des choses et que tu ne le dises pas, ou que tu penses des choses et que tu l'explicites verbalement, ça ne changera pas du tout le résultat. Dans tous les cas, tu vas finir par coucher avec. Donc résigne-toi, et puis tu ravales tes pensées, tu ravales tout, et puis tu couches avec lui parce qu'il en a envie. Et du coup, l'année dernière, j'ai pris conscience de ça, en me rendant compte qu'en fait, j'étais dans l'hypersexualité, dû à ça, parce que, encore une fois, j'ai lu un témoignage. En fait, c'est étrange, parce que je me rends compte des choses qui se passent dans ma vie et dans ma tête grâce à d'autres personnes, grâce à d'autres témoignages, grâce à des informations, parce que... C'est l'idée du podcast. Ouais, génial. Si je pouvais aider à prendre conscience... à faire prendre conscience à d'autres personnes, ce serait génial. Mais du coup, c'est assez étrange pour moi de me rendre compte de choses qui sont arrivées dans ma vie par d'autres personnes, parce que je me prétends très ouverte d'esprit, comme je l'ai dit au début, très à l'écoute, il faut s'écouter, prendre son temps, etc. Et en fait, je pensais le faire avec moi, et
Du point de vue de la sexualité, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu penses que justement tu avais autant de manque d'informations par rapport à ce que tu pouvais attendre d'une relation sexuelle saine et pourquoi finalement tu t'es retrouvée comme beaucoup d'autres femmes un peu justement désemparées dans ces situations où tu sais pas vraiment comment exprimer tes besoins, tes limites, etc. Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir eu des informations, autant à l'école, bien que ce soit très incomplet, qu'à la maison avec mes parents. J'ai eu des informations et j'en ai eu plein, mais j'en ai eu en fait sur le rapport sexuel en lui-même et absolument pas sur la relation autour de ça en fait, sur la communication avant rapport, après rapport, pendant rapport. En fait, on parle vraiment de tout ce qui est physique et pas du tout de la communication. T'as eu des informations scientifiques, c'est ça Ouais, c'est ça, clairement. D'où vient le sperme, c'est comment qu'on fait des bébés et tout ça, mais à aucun moment j'ai eu d'informations sur les relations humaines dans un rapport sexuel. Donc ça, oui, je dirais que ça m'a manqué, mais en fait, j'avais même pas conscience que ça me manquait, puisque dans ma tête, c'était tout le monde le fait, et tout le monde apprend par lui-même, donc pourquoi j'aurais besoin d'informations? J'en ai pas cherché, en fait, je me disais juste que j'allais apprendre avec mon expérience et que ça allait passer. Le problème, c'est que t'es censé faire ça quand t'as, j'imagine, des rapports sains dès le début, et là, t'arrives à poser une base, en fait, une normalité, où tu te dis, d'accord, donc c'est comme ça, en fait. Et j'ai l'impression de pas vraiment l'avoir eu. Et ça pose problème parce qu'après, justement, t'es perdu. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que les informations sont vitales. Parce que ça permet de prendre conscience, en fait, que soit t'es dans l'erreur, soit tu t'es égaré, soit, en fait, non, c'est pas comme ça. Parce que comme c'est quelque chose d'intime et de privé, tu sais jamais comment tes voisins ils couchent ensemble, comment ça se passe pour les autres. Parce que t'es toute seule avec la personne quand tu couches. Du coup, c'est au moment où tu t'égares, où c'est important les informations, je trouve. En même temps, c'est vrai que finalement, tu dis quelque part que la sexualité, si elle était saine, devrait s'apprendre avec par une communication saine entre les deux personnes et que c'est pas forcément quelque chose qui est enseigné, si je comprends bien ce que tu essayes de dire. Là, comme ça fait partie de la sphère intime, il n'y a pas de cours de communication sexuelle, un peu entre guillemets. Mais quelque part, tu vois, quand t'es petit, on t'apprend quand même les choses de la vie sociale quand tu rentres chez toi et que tu t'es disputé avec ton copain. On va te dire mais il faut que tu dises ça à ton ami, il faut que tu penses pas comme si, il faut que tu vois, oui, tu aiguilles finalement ton enfant. Je pense que c'est un tort finalement de justement pas aiguiller son enfant, son jeune adolescent, même dans la communication sexuelle. Je pense que on a très peur de parler trop tôt du sexe, de choquer, finalement. Mes parents n'ont pas du tout eu ce rapport-là avec moi, c'est-à-dire qu'on en a parlé très tôt et ils ont tout fait pour que ce soit pas un tabou. Donc là-dessus, j'étais assez à l'aise et on en a parlé vraiment ouvertement à table, avec mon petit frère qui était du coup 5 ans plus jeune que moi. Donc non, vraiment, l'âge, c'était pas un problème pour eux et on en a parlé fréquemment et ouvertement. Le seul truc, c'est que une fois qu'ils m'avaient donné les bases, physiquement, comment ça se passait, ils m'ont toujours dit, si jamais tu as un problème, tu viens nous en parler. Et vraiment, toute mon enfance et mon adolescence, ils m'ont dit ça. Le truc, c'est que quand t'as pas conscience que c'est un problème, ce que tu vis, t'en parles pas. Du coup, c'est compliqué après d'avoir du soutien de tes parents. Parce que c'est pas... Je pense que la majeure partie des gens ont des parents qui trouvent ça assez intime, etc. Et du coup, il y a une mauvaise information, ça circule pas et on n'en parle pas. Moi, en l'occurrence, dans ma famille, si, on en parlait bien. Oui, mais je veux dire, justement, il y a une forme de réticence, justement, au-delà de l'aspect physique. Je pense que... il y a les familles où vraiment on parle pas de sexualité, mais je pense que dans beaucoup de familles où on en parle, justement, va y avoir... on va justement parler de
comme tu disais, comment on fait des bébés physiquement, comment, à la limite, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qu'une érection, voilà, qu'est-ce que l'éjaculation, des choses comme ça. Mais je pense que il y a peu, finalement, de familles où vraiment tu as cette discussion autour du consentement, autour de, finalement, de tout ce qu'il y a en dehors de vraiment du coït purement animal. Parce que finalement, je dirais que finalement, ce que j'entends et ce dont j'ai l'impression, c'est que tes parents, comme beaucoup d'autres, parlent de la reproduction à leurs enfants sans parler de la sexualité. Parce que voilà, la sexualité, c'est tabou, c'est intime, c'est un truc d'adulte. Donc les enfants, ils ont le droit au schéma scientifique de la reproduction. Et d'ailleurs, à l'école, ça s'appelle reproduction humaine, ce genre de choses. Ouais. Bah écoute, ouais, je pense que t'as raison là-dessus. Après, il m'avait quand même prévenu que les gens dans la rue qui me donnaient des bonbons, c'était pas une bonne idée. Mais ouais, on n'a jamais parlé de consentement. C'est toujours assez flou, je trouve. Mm. Justement, du coup, tu nous as partagé plusieurs de tes agressions sexuelles. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a dit ou que tu aurais aimé entendre qui t'a aidé à traverser cette épreuve ? Alors, ça va paraître bizarre. Mais en fait, j'en ai parlé à une amie qui est globalement 10 ans plus âgée que moi. Du coup, elle avait 26 ans à l'époque. Et je lui en ai parlé, comme je lui avais parlé de ma première fois, de la deuxième fois, comme on se racontait nos vies en fait. Donc j'avais vraiment dit ça dans la conversation. Et en fait, c'est elle qui m'a fait prendre conscience, la première petite graine de c'est pas normal, c'est pas cool, c'est pas un gentil garçon. En fait, elle m'a dit plus tard que je l'avais perçu comme un viol. Donc ça m'a aidé en fait à ouvrir les yeux, où je me suis dit ah ok, donc c'était ça un viol. Donc ça m'a aidé qu'on me le dise. C'est étrange, mais moi j'avais vraiment une définition, une représentation du viol dans ma tête, où, comme dans les films en fait, où elle est pas d'accord, elle se balade dans la rue et elle se fait plaquer contre un mur et c'est très violent en fait, et c'est très... Alors que en fait, généralement, enfin en tout cas moi dans ma vie, les viols c'était beaucoup plus avec des personnes que je connaissais et qui me plaisaient en fait. Oui, en fait, seulement 5% des viols sont dans le scénario du viol parfait, entre guillemets. J'entends par là le fameux plaquage contre le mur par un inconnu dans une ruelle, Voilà. tard le soir, blablabla. Voilà, donc finalement, ça veut dire que les 95 autres pourcents se font violer sans vraiment le savoir souvent. Ouais. Et du coup, ça fait bizarre, parce que prendre conscience de ça, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Et chez moi, en tout cas, sur une longue échelle de temps. Mais ça m'a fait du bien entendre. Et il y a une autre phrase aussi qui m'a fait du bien entendre. En fait, la personne peut te plaire. Tu peux très bien séduire et il te séduit. Mais en fait, à partir du moment où tu dis non, c'est non. Et tu peux très bien avoir eu envie avant et ne plus avoir envie sur le moment. Et ça m'a fait beaucoup de bien entendre. Parce que c'est pas parce que tu as eu envie avant, que tu as montré que tu avais eu envie avant et que maintenant tu n'as plus envie et que tu te dis je n'ai pas envie de coucher avec toi à l'instant T. Ça, c'est important à entendre. Et ça m'a fait du bien quand quelqu'un m'a dit ça, parce que je me suis rendu compte que c'était ça pour moi. Parce qu'en fait, je me sentais coupable de ça. Et encore une fois, moi, j'étais assez informée sur le sujet. J'avais écouté, regardé plein de choses sur les témoignages de viol, parce que bizarrement, c'est quelque chose qui m'intéressait, sans pourtant avoir conscience que il parlait aussi de moi. Et pendant très longtemps, j'ai regardé, j'ai écouté plein de choses en me disant « Oh là là, ça a l'air horrible ». Et au fur et à mesure, en fait, j'ai pris conscience que ça m'est arrivé aussi. Oui, c'est vrai que moi, j'ai aussi longtemps eu cette impression que à partir de la première seconde où tu rentres dans un rapport de séduction avec quelqu'un, t'as comme un contrat que tu signes, que tu dois aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et que si à un seul moment t'es pas d'accord avec quelque chose, c'est rupture de contrat et du coup t'es une grosse connasse. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens justement qui ont cette impression de... finalement, il n'y a pas de contrat. Le contrat, il est renouvelé à chaque nouvelle action qui se passe entre les deux individus, quoi, ou plus.
Mais du coup, il y avait vraiment une question de la culpabilité chez moi où, en fait, j'arrivais pas à comprendre pourquoi je me sentais coupable. Parce que je me sentais coupable de quoi, en fait de pas avoir dit non assez fort, ou plusieurs fois, ou alors de d'avoir dit non alors que j'étais pas censée dire non, parce que rupture de contrat. Ou alors, en fait, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je savais juste que je me sentais dégoûtée au plus profond, que je me sentais sale, que... En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon corps qui me l'a dit avant tous les autres, parce que lors de ce rapport-là qui m'a beaucoup marqué, où pour la première fois j'ai dit non verbalement, il se trouve que j'ai vomi. Et encore une fois, quand j'y repense, je trouve ça fou, mais j'ai refait le souvenir plein de fois dans ma tête, pendant bien 3 ans, où je me suis dit oui mais Alice, t'avais bu. Oui mais Alice, t'avais fumé. Oui mais Alice, y avait une cause à ça en fait. Et, et mon cerveau, au bout d'un moment, a enlevé cette espèce de voile de déni. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, absolument pas. J'avais ni bu, ni fumé, ni rien. C'était juste mon corps qui me disait je ne veux pas faire ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et du coup, à ce moment-là, bah, ça m'a fait ouvrir les yeux aussi. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que tu dirais qui a changé entre avant, avant tes agressions et après, dans le sens des changements de comportement, d'opinion, de perception de ton environnement, de toi-même? Alors, c'est compliqué à dire parce que globalement, ma première relation sexuelle s'est bien passée. La deuxième n'était pas consentie. Et celle d'après non plus, en fait. Je suis en train de me rendre compte. Bref. Qu'est-ce qui a changé Je ne sais pas, en fait. J'ai eu des relations sexuelles saines, entre guillemets, c'est-à-dire consenties, en fait, que très tard dans ma sexualité. Du coup, la notion de changement, j'ai du mal à cerner. Mm. Qu'est-ce qui a changé globalement, à partir du moment où je couchais avec quelqu'un alors que j'en avais pas envie, et je me sentais du coup sale et je me sentais pas digne d'être aimée, puisqu'en fait clairement il couchait avec moi juste pour coucher avec moi, et j'ai eu une grosse désillusion en fait, où je me suis dit mais là tu cherches de l'affection et tu couches avec quelqu'un et ça n'a rien à voir. Donc ça a beaucoup changé, parce que je me suis rendu compte que c'est pas comme dans les films. C'est pas tu couches avec quelqu'un et du coup il y a de l'amour, ou alors il y a de l'amour et du coup tu couches avec quelqu'un. C'est vraiment quelque chose d'à part en fait. C'est comme je sais pas, jouer au Scrabble. Ça n'a rien à voir avec l'amour en fait. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Et du coup, ça a commencé comme ça. Tout à l'heure, tu as fait la remarque qu'il y avait une réelle différence entre les hommes et les femmes au niveau de la sexualité. Mhm. Je sais que tu as eu des relations avec des hommes et des femmes. Est-ce que tu dirais que tes relations avec des femmes, elles étaient plus safe que celles avec des hommes? Alors oui, totalement. Alors en fait, c'est simple avec des femmes. C'est peut-être pour ça en fait que j'ai basé ma définition de la féminité sur la douceur. Parce que quand je couche avec des femmes, bizarrement, je suis moins dans ma tête. Je suis moins à me dire il faut que j'agisse comme ci, il faut que je fasse ça, il faut que... Je suis moins dans l'acting en fait, parce que je me suis rendu compte... parce que pour moi, c'était pas forcément un plaisir de coucher avec quelqu'un, puisque c'était quelque chose que je choisissais pas forcément. Donc j'étais vraiment en mode je joue un rôle, je devenais actrice en fait. Et quand je couchais avec des femmes, ou quand je couche avec des femmes, il y a beaucoup moins ça. C'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans ma tête et je cherche plus le plaisir de l'autre que le mien, j'ai l'impression. Mais c'est plus doux, et je me dis aussi que comme on est toutes les deux des femmes, il y a moins de rapport de... que le rapport de domination au lit reste au lit. Et je trouve ça plus simple à envisager comme ça. Est-ce que la différence que tu fais donc, entre tes rapports entre les hommes et les femmes, est-ce que tu dirais que justement ces différences, elles sont
elles sont dues au rapport de domination qui est pas le même, ou est-ce que ça en fait seulement partie? Alors, si j'ai bien compris ta question, c'est est-ce que parce que les hommes sont un genre dominant, que du coup j'ai des relations sexuelles qui se passent comme ça, et qu'avec les femmes, il y a moins ce rapport-là, c'est ça? En gros, ma question, c'est d'où est-ce que tu penses que la différence entre tes rapports avec les femmes et les hommes change? Ah, et ben parce qu'avec les femmes, j'ai jamais eu de rapport non consenti. Du coup, je me suis jamais basée sur quelque chose de, je vais dire pourri, mais quelque chose de pas safe en fait. Parce que les hommes, c'était vraiment à partir de la deuxième relation sexuelle, ben c'était entre guillemets dégoûtant pour moi et c'était quelque chose qui me faisait pas forcément du bien, alors qu'avec les femmes, c'était toujours ben, consenti. Et puis, il y avait quelque chose avec les femmes où on avait une relation, en fait, auparavant. Et du coup, comme on est amis, ben, on s'entend bien, du coup, on se connaît bien. Et ça, avec les hommes, j'en ai eu très peu des relations comme ça. Et du coup, je suis plus en confiance, forcément. Et j'ai toujours eu des relations avec les femmes consenties à 100%, donc j'ai... Je sais pas comment répondre à ta question. Euh, Tu peux ne pas savoir aussi. Eh ben écoute, j'ai du mal à expliquer. Je pense que mes relations sexuelles avec les hommes sont ce qu'elles sont parce que ça s'est construit sur quelque chose de non consenti. Alors qu'avec les femmes, ça a toujours été consenti et du coup, ça a toujours été quelque chose que j'apprécie en fait. Et justement, pourquoi ce consentement, il arrive à être beaucoup mieux établi avec des femmes qu'avec des hommes dans ton cas, tu penses? Parce qu'une femme ne m'a jamais fait peser le poids de la culpabilité sur les épaules. Genre, tu chauffes, tu baises, ça, on me l'a jamais dit. Une femme ne m'a jamais dit ça. Parce que il y a moins de pression en fait. Avec une femme, il y a moins de pression. Pour moi, c'est juste j'ai envie, c'est cool, j'ai pas envie, je vais te dire bah écoute, non. Non. Donc c'est une bonne question, je sais pas. Avec les hommes, c'est compliqué, ça l'est toujours. Maintenant qu'on va commencer notre deuxième partie, on va axer la discussion sur la santé mentale. Et donc, je mets les deux pieds dans le plat. Je sais que tu es suivie par une psychologue. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as été amenée à consulter? Oui, alors moi j'ai consulté assez jeune en fait. Le premier psy que j'ai vu, en l'occurrence une psy, c'était au collège, à cause de harcèlement scolaire. Et bah clairement j'ai pas du tout aimé ça parce qu'elle était pas du tout professionnelle. En fait, pendant la séance, elle me disait bon, c'est pas si grave que ça. Tu peux relativiser quand même. Donc c'était pas génial comme premier rapport avec une psy. Et puis en plus de ça, parfois en pleine séance, elle répondait à Brigitte pour prévoir le dîner du soir, donc c'était un peu déstabilisant. Et puis aussi, on utilisait une technique de EMDR. C'est en fait une technique pour soigner les traumatismes par des mouvements physiques répétés et aussi des phrases qu'on répète. Si je peux juste apporter une petite précision pour ceux que ça intéresse, le MDR, c'est aussi tout un travail avec la latéralisation cérébrale. Parce que justement, on utilise des sons, des phrases, ce genre de... Enfin, tu sais, des tapotements, je sais pas si elle t'avait faire ça aussi. Parce que justement, ça fait passer une information émotionnelle du traumatisme vers la partie rationalisation du cerveau. D'accord. Voilà. Mais c'était la Très petite parenthèse de MDR. Mais du coup, voilà, moi j'étais totalement étrangère au monde de la psychologie et au monde des psys. Et première entrée était pas forcément top pour moi. Mais par la suite, j'en ai vu une deuxième. C'était bien plus tard, c'était en terminale, quand j'étais au lycée, puisque en fait, il s'avère que j'ai fait une dépression, que je ne nommais pas du tout en tant que dépression. Je savais juste que tous les matins, quand je me levais pendant 2 mois, j'avais envie de mourir. Et c'était consécutif à en fait 1 an et demi auparavant, qui en fait s'est déclenché à cause de ce rapport sexuel non désiré où j'ai verbalement exprimé c'est comment on dit l'inverse d'un consentement, mon non-consentement. Ouais, je dirais ça aussi. Donc du coup voilà, j'ai traversé une phase pas très sympa de ma vie et je suis allée voir une deuxième psychologue
Et elle était beaucoup plus sympa parce que beaucoup plus professionnelle. Donc elle répondait pas à son téléphone déjà, et ça c'était cool. Et puis c'était assez intéressant, mais c'était un rapport formel, mais j'avais du mal à comprendre ce qui la différenciait d'une amie à moi. Parce qu'on était dans un dialogue, mais elle parlait autant que moi, parce qu'elle faisait de la gestalt. Et moi, du coup, je pensais que la gestalt, c'était le psy parle autant que toi. Et il s'avère que non, puisque mon psy actuel est aussi un fervent partisan de la gestalt. Et du coup, cette deuxième psy m'a beaucoup aidée parce que j'étais au plus bas. Clairement, ça pouvait pas aller pire. En fait, je suis allée la consulter puisque à un moment dans ma dépression, j'ai clairement plus voulu vivre. Et du coup, quand je me suis rendu compte que mes parents n'avaient pas pris conscience de ça et que même quand j'étais à l'hôpital, ils pensaient que c'était une gastro, je me suis dit que, en fait, dans la vie, on était tout seul et qu'il fallait que je m'en sorte toute seule. Et donc, avec le peu d'informations que j'avais, je me suis dit qu'aller voir un psychologue, c'était peut-être une bonne idée. Et du coup, elle m'a beaucoup aidée. Grâce à elle, j'ai pu... Oh, joli lapsus. J'ai pu apprendre à pas avoir envie de mourir tous les matins. Et puis à me rendre compte aussi de plein de choses, comme quoi le garçon avec qui j'étais à l'époque n'était pas du tout la personne qu'il me fallait, entre autres. Et mon psy actuel est un dieu, je le vénère. Il est vraiment génial parce que pour le coup, on a une bonne relation, très formelle, hein, on se vous voit. Je préfère mettre une distance parce que du coup j'ai un peu un problème de distance avec les gens. J'ai toujours peur qu'on soit trop proche et qu'ils pensent que je sois intéressée par eux alors que pas du tout. Et dans toutes mes relations, c'est un peu compliqué. Du coup, mon psy, je préfère le vous voyez, je préfère installer une distance. Et il est génial parce que, en fait, j'arrive en séance, j'ai plein de petits problèmes, plein d'interrogations, de choses qui vont pas, bref, plein de bazar en fait, et j'arrive et il arrive à tout mettre dans une petite case bien rangée où tout se relie par une seule chose. Et ça aide énormément à savoir où on va et à prendre conscience de plein de choses. Si je me trompe pas, tu as été diagnostiquée, ou du moins c'est fortement suspecté que tu souffres de cyclothymie, voire bipolarité. Est-ce que déjà tu peux rapidement nous définir ce que c'est ? Oula, d'accord. Alors, que ce soit la bipolarité ou la cyclothymie, ils appartiennent aux troubles de l'humeur. Donc, troubles de l'humeur, c'est caractérisé par une alternance de... En tout cas, dans la bipolarité, c'est une alternance de passages dépressifs, donc caractérisé comme la dépression en elle-même, et ensuite de passages... comment on dit déjà ? De phase... Euphorique, hyperthymique en soi. Maniaque, phase Oui, maniaque. Du coup, voilà, c'est une alternance de phase maniaque, donc clairement, tout va bien, c'est génial, on est le maître du monde, à dépressive, on n'arrive pas à sortir du lit et c'est très dur et de toute façon, je suis nulle. Donc ça, c'est la bipolarité. La cyclothymie, c'est la même chose, mais avec des conséquences un peu plus légères, en fait. Par exemple, moi, quand je suis heureuse, j'achète pas un billet d'avion pour les Bahamas, contrairement à un ami à moi qui est bipolaire, pour le coup. Donc voilà, la cyclothymie, c'est quelque chose de plus... J'ai pas envie de dire discret, mais diffus, en fait. On s'en rend pas forcément compte. Et encore une fois, c'est dur de savoir ce qui est la normalité ou pas, puisqu'on n'est jamais 24 heures, ou genre plus de 24 heures avec quelqu'un, et du coup, on se rend pas compte de ces phases, de... qu'est-ce qui se passe quand il rentre chez lui le soir ? Est-ce que ça va, ou est-ce qu'il pleure toute la nuit ? Et du coup... je suspectais que quelque chose n'allait pas quand même. Parce que, par exemple, à l'approche des examens, je tombais dans une phase de dépression, littéralement, pendant 1 mois où je m'empêchais de sortir, où je sortais pas de mon lit en fait, et puis je perdais l'appétit, et c'était très compliqué à vivre. Et à partir de là, je me suis dit qu'il y avait un problème et que ça devait être traité. Et ce n'est que cette année, encore une fois, donc après bien à peu près 6 ans, où je me disais il y a quand même un truc qui va pas, où je me suis rendu compte que non, ça n'allait pas, et j'ai demandé à mon psy, et je lui ai dit écoutez, je pense que je suis bipolaire, qu'en pensez-vous ? Et
Et il a confirmé mon diagnostic en me disant que c'était pas important et qu'il fallait pas se ranger dans une case et que c'était mieux de pouvoir traiter le problème, etc. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien de l'identifier et de mettre un mot dessus. Oui, justement, ça aurait été une des questions qu'on a un peu naturellement suivies. Mais justement, plus précisément, maintenant, depuis que tu as posé un mot dessus, comment est-ce que ça a changé ta façon d'appréhender tes changements d'humeur, etc. Ben, étonnamment, ça m'a beaucoup aidée parce que j'avais très peur de ce diagnostic parce que, étant en psychologie, je vois quand même les symptômes, les critères auxquels il faut correspondre pour... on dirait que c'est... Bref. Du coup, oui, étant en psychologie, je suspectais déjà fortement ça. Et en fait, j'avais peur de ce diagnostic parce que je me disais que si jamais je mettais un mot dessus, j'avais peur de m'enfermer dans cette définition et de perdre espoir en fait en me disant je suis malade et rien n'y fera. Et en fait, quand j'ai été diagnostiquée, ben, ça m'a fait beaucoup de bien parce que pendant ma première phase de déprime, je me rappelle, j'étais dans le train et ça n'allait pas. Ça allait clairement pas. Et je me suis dit, oui, mais je suis cyclotimique. Je sais, ça va pas, mais je sais que ça ira mieux. Et tant pis, ça va pas, mais c'est pas grave. Alors qu'avant, quand j'étais pas bien, j'étais là, oh là là, ça va pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais est-ce que je suis malade? Qu'est-ce que c'est? Et en fait, ça, ce raisonnement-là et le fait de se poser 1000 questions quand on n'est pas bien, c'est encore pire et du coup, j'allais encore moins bien. Alors que là, je sais en fait, oui, je vais pas bien. Et oui, ça va peut-être durer, mais comme je sais que ça va pas bien, disons que ça me réconforte et j'arrive à plus bouger en fait, à plus faire des choses et à plus prendre sur moi en fait. Du coup, très bénéfique ce diagnostic. Et au-delà de ça, du coup, de la perception même de tes humeurs, etc., est-ce que ça t'a permis de mettre des choses en place où, bon, bah maintenant, je sais que je souffre de ça, donc, je sais pas, je me mets à manger du chocolat, faire de la méditation, je sais pas, ou quand je suis pas bien, je fais ci, ou... Enfin, ouais, voilà, est-ce que ça t'a amené à mettre des choses en place? Et ben, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Donc, certes, tu peux pas contrôler, mais tu peux largement influencer. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, quelque chose tout con et qui vraiment va saouler tout le monde. Mais je fais du sport. Je fais du sport tout simplement. Oh non, on n'a parce pas que... de boîte à son, j'aurais pu... Oui, c'est clairement ça. Mais non, vraiment, faire du sport, ça m'aide beaucoup parce que je sais que dans mon cerveau, il y a une petite molécule qui va se créer et qui va me rendre heureuse et qui va me donner de l'énergie et qui va me donner clairement la pêche d'aller et de faire toute ma journée. Donc le sport, ça m'aide beaucoup. J'essaye d'en faire fréquemment, c'est un bien grand mot, mais en tout cas régulièrement. Et ça m'aide beaucoup. Au-delà de ça, comment dire Erreur 404, mon cerveau est déconnecté. Donc oui, le sport, ça m'aide beaucoup, mais maintenant, il y a quelque chose en fait où je sais que je suis, entre guillemets, fragile au niveau de mes humeurs et du coup, j'évite tout ce qui peut me déprimer. Parce qu'en fait, le problème avec moi, c'est que je suis très sensible de base et que quand je suis déprimée, ça peut durer, et ça peut durer longtemps. Du coup, j'essaie simplement d'esquiver les choses qui me dépriment. Donc, par exemple, les infos, je sais que c'est pas bien et qu'il faut rester informé, mais clairement, c'est trop de négativité pour moi et du coup, je les regarde pas, je les écoute pas. Et tant pis, s'il y a quelque chose d'important, je le saurai parce que les gens en parleront. Donc, les infos, c'est un non pour moi. Le fait de parler que de choses qui ne vont pas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup changé aussi. Parce qu'avant, comme je savais pas ce que j'avais, comme je comprenais pas ce qui m'arrivait, que j'étais perdue, en fait, j'en parlais beaucoup. Et je parlais en fait de tout ce qui n'allait pas. Et en fait, cette année, j'ai compris que c'est bien d'en parler, mais qu'il y a un moment pour parler et il y a aussi un moment pour faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, mais que j'étais incapable d'appliquer. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à le faire que je me suis rendu compte de la véracité du propos, en fait. Donc ouais, en fait, j'essaye de limiter ce qui me déprime. Et quand je suis bien, je
continue à être bien. Et j'ai compris quelque chose aussi, c'est que quand je fais quelque chose, quand je suis active dans ma vie, j'ai moins de temps et du coup je pense moins et du coup je déprime moins. Donc c'est un peu une fuite en avant, mais ça m'aide beaucoup. C'est-à-dire je me lève, je fais du sport et puis ensuite j'enchaîne et il faut toujours que je fasse un truc. Et faire un truc, ça peut très bien être lire un livre ou méditer. Ou bon, je suis pas très fan de méditation, j'ai du mal à me concentrer. Mais par exemple, j'ai appris une technique de relaxation aussi qui s'appelle Autogenic Training. Et ça, c'est génial parce que je souffre aussi d'anxiété. Et cette technique de relaxation-là est géniale parce que avant, j'avais jamais trouvé quelque chose qui m'apaisait. Par exemple, l'hypnose, ça me parlait pas du tout. Le MDR, donc la technique des psys, j'avais pas du tout accroché non plus. Et en fait, concrètement, je galérais à trouver quelque chose qui me convenait. Et cette technique de relaxation-là m'a beaucoup aidée et m'apaise en fait beaucoup. Donc globalement, depuis que je sais que je suis cyclotimique, j'essaie juste d'identifier et d'être consciente de ça, c'est cool, ça, c'est pas cool pour moi. Du coup, ça passe aussi par l'alimentation, parce que j'ai appris en psychologie du coup que le deuxième cerveau, c'est dans le ventre et que tout ce que tu manges, ça influence tes humeurs et comment tu te sens. Du coup, c'est chiant, hein, mais clairement, je fais du sport et je mange bien. Et déjà, c'est une bonne base pour aller bien. Après, la cyclothymie, ça reste une maladie qu'on ne peut pas contrôler, mais pour moi, en tout cas, dans mon cas, j'arrive à l'influencer. Et justement, en parlant d'influence, est-ce que tu dirais que du coup, ta cyclothymie et ton anxiété influent sur ta vie sexuelle ? Bonne question. Oui, clairement. Clairement, parce que mon anxiété fait beaucoup de dégâts. Mon anxiété est assez présente dans ma vie et aussi et surtout dans mes relations sentimentales et sexuelles parce que je suis toujours globalement inquiète de ce qui peut se passer avec la personne, de si je fais les choses bien ou pas. Enfin bref, je me pose beaucoup de questions et du coup, oui, ça influe beaucoup et j'ai compris que la communication aidait énormément quand on est anxieux et quand on doit avoir une relation avec quelqu'un, que ce soit sexuel ou pas, hein. Donc oui, ça influence beaucoup et la cyclothymie encore plus. Parce que, mais ça, sexuellement ou non, en fait, les gens autour de moi ont du mal à comprendre parfois que si je ne réponds pas aux messages ou aux appels, c'est pas que j'aime pas les gens ou que j'ai la flemme, c'est juste que je suis dans mon lit et que ça va pas, je réponds à personne. Et concrètement, je regarde des vidéos toute la journée pour oublier que j'ai un cerveau et pour oublier que j'ai des émotions. Donc les gens le prennent personnellement et je suis la première à faire ça aussi, hein. Mais non, en fait, c'est juste mon cerveau qui a décidé qu'aujourd'hui, j'allais être triste. Donc oui, ça influe beaucoup sur mes relations sexuelles et sentimentales. Ça sera juste une petite question de conclusion pour donner un peu de matière à tout le monde. Est-ce que tu pourrais me donner... t'en as déjà donné plusieurs au cours de l'épisode, donc c'est cool, mais un ou une artiste ou une œuvre féministe que tu as envie de partager avec tout le monde. Alors moi, je suis une grosse consommatrice de vidéos YouTube. Du coup, la majeure partie de mes ressources se trouve sur YouTube. Et en l'occurrence, il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup parce qu'elle parle de thèmes assez intéressants et notamment de féminisme, qui s'appelle Clarinette. Voilà. Donc Clarinette sur YouTube fait des podcasts, fait des vidéos sur des thèmes très variés, hein. Il n'y a pas que du féminisme, mais son point de vue dessus est très intéressant et j'ai beaucoup aimé. Et elle en fait régulièrement sur le féminisme, donc ça me parle. C'est super cool. En tout cas, merci Alice d'avoir accepté de participer à cette émission. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir avec nous. Et merci à toi, Jeanne. Et voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.